Bonjour, bienvenue pour ce premier webinaire RH 2025 autour des compétences et métiers de demain en lien avec les transitions numériques et écologiques. Nous sommes très heureuses de vous retrouver avec Aurélie pour ce premier webinaire de l'année qui va lancer un cycle autour justement des métiers de demain et des compétences. Donc, nous travaillons chez Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui est une agence de développement économique qui accompagne des PME industrielles dans leurs projets. Et donc, nous sommes plus sur la partie emploi-formation. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir de nombreux intervenants autour de cette thématique. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Donc, au programme, l'APEC va nous planter un petit peu le décor des impacts et défis en lien avec ces transitions et en lien avec l'emploi, les compétences. Ensuite, nous enchaînerons avec l'OPCO2I pour passer aux solutions et aux outils proposés pour les entreprises. Puis, nous aurons la chance d'avoir une présentation vidéo du Campus Région du Numérique, qui est aussi un formidable outil à disposition des entreprises régionales. Et puis, nous aurons aussi 2 témoignages autour de 2 formations pour savoir un petit peu comment on se prépare pour ces futures mutations qui sont déjà en cours. Pour le côté pratique, comme vous le savez, vos micros sont coupés, mais vous avez la possibilité d'interagir via le chat et c'est Aurélie qui sera votre voix. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On les prendra plutôt à la fin, mais n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure. Nous, on les voit et on les note. Et puis, donc, ce webinaire sera enregistré. Vous aurez une enquête de satisfaction à la fin. C'est important pour nous aussi pour pouvoir adapter et proposer des webinaires qui soient en lien avec vos préoccupations. Voilà, donc on a un programme chargé et donc on va tout de suite passer la main à Géraldine Mondon de l'APEC. Merci beaucoup, merci Farida, merci à tous. Bonjour à tous, merci de vous être connectés ce matin. Alors je vais effectivement, comme l'a dit Farida, essayer de planter le décor. L'APEC, pour rappel, en fait, nous sommes présents sur tout le territoire français et on fera un focus aujourd'hui sur l'Auvergne. Auvergne-Rhône-Alpes en tous les cas. Pour mon poste, je suis consultante relations entreprises, qui veut dire que j'occupe un des 2 métiers principaux, on va dire, de l'APEC. Les 2 métiers principaux étant lesquels, c'est celui de l'accompagnement des cadres et des jeunes diplômés dans un premier temps, sous couvert du conseil en évolution professionnelle notamment, et puis l'accompagnement des entreprises dans les projets RH et leurs projets recrutement. Je prends aujourd'hui la casquette d'un 3e métier qui est celui, entre autres, de l'Observatoire du marché de l'emploi, ce qui veut dire que la totalité des slides que vous allez voir ce matin sont en libre consultation, libre extraction, certes sur un format beaucoup plus condensé ce matin, mais toutes les études sont disponibles. Entre autres, une étude notamment conjointe que nous verrons de manière très très light avec l'OPCO2I sur l'IA dans l'industrie. Voilà pour la première partie. Merci Farida d'avancer les slides. Merci beaucoup. Donc j'ai une vingtaine de minutes pour vous planter ce fameux décor. Je vais essayer d'être la plus percutante et intéressante en espérant ne faire déconnecter personne pour les prochaines interventions. Alors, globalement, petite particularité, puisqu'en fait, nos chiffres qui s'appellent donc le panel, qui est l'équivalent du BMO, du besoin en main-d'œuvre côté France Travail, n'est pas encore sorti. Il sortira le 3 avril 2025. Ce qui veut donc dire que je n'ai pu extraire qu'une seule slide à aujourd'hui, qui correspond donc aux prévisions et au T1 2025. Le T1 2025 nous amène à quoi? Eh bien, nous amène que globalement, comme tous les débuts d'année des précédentes années, nous sommes sur une chute, une baisse, tout simplement parce que les entreprises aujourd'hui sont dans une phase de recul, d'attente, et elles essayent de voir ce qui va et ce qui pourrait se passer pour l'année 2025 avant de réengager, de réenclencher certains recrutements. Donc c'est vrai que comme toutes les premières débuts d'année et tous les premiers débuts d'année du T1, nous sommes sur une chute. Par contre, la particularité qu'on n'avait pas forcément anticipée, c'était justement sur le deuxième côté de la slide, c'est-à-dire le décembre 2024 avec 55% qui représente la part des cadres, pensant que retrouver un emploi équivalent s'ils devaient changer d'entreprise ou perdre leur emploi serait difficile. Donc ça veut quand même dire qu'à un moment ou un autre,
la sphère entreprise et la sphère candidat aujourd'hui se télescopent sur des mêmes prévisions, des mêmes projections, qui n'étaient pas tout à fait le cas sur la fin d'année décembre 2023. La fin d'année 2023 était sur une chute tout à fait forte aussi, mais on remarquait quand même que les cadres, en tous les cas sur le bassin d'emploi Auvergne-Rhône-Alpes, étaient beaucoup moins pessimistes. Donc il y a un impact forcément de tout ce que l'on entend et de tout ce que l'on va voir. On en a une illustration d'ailleurs, entre autres, sur les prochaines slides. Alors, cette croissance économique, et là aujourd'hui on en fera un focus que sur 2, puisque je n'ai pas le temps de faire un focus sur les 4, bien sûr, aléas aujourd'hui qu'on estime être des aléas sur la croissance économique. Le premier, qui est celui le plus connu, vécu, et celui dont on entend le plus parler, c'est l'IA, bien évidemment. Et le second, c'est la transition écologique. Ces deux-là nous amènent bien évidemment à nous rencontrer ce matin, mais bien sûr, on en a tout un tas d'autres explications. Je vais essayer d'être la plus claire, notamment sur l'IA. L'IA, en fait, aujourd'hui, elle va avoir une influence à partir des secteurs d'activité, c'est-à-dire que tous les secteurs d'activité ne vont pas être influencés de la même manière par l'IA, par les compétences des salariés, mais aussi par la culture d'entreprise. Et donc, à partir du moment où on va prendre ces 3 influences-là, bien sûr qu'on va être amené à une analyse complètement différente de l'IA, notamment dans l'industrie. Typiquement, vous prenez l'aéronautique et l'automobile, ce sont des secteurs qui sont beaucoup plus matures avec l'IA, donc forcément que l'impact sera beaucoup plus fort sur les métiers, sur les offres d'emploi et sur, on le verra juste après, sur la mention de ce terme IA, notamment dans les offres d'emploi. Il y a autre chose qui est à souligner, c'est notamment quand on parle d'IA, on va parler formation, forcément. Formation des cadres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de cadres qui déclarent, j'ai pas la part, mais la part est importante, des cadres qui déclarent que la manière, la connaissance en fait de la politique de l'entreprise sur l'IA est beaucoup trop faible aujourd'hui sur les cadres et les salariés. Ça veut donc dire qu'à un moment, si l'entreprise n'a pas suffisamment bien marketé, n'a pas suffisamment bien communiqué en fait sur sa politique de l'IA en entreprise, à un moment ou à un autre, on va arriver à des dérives de la part des collaborateurs. La dérive étant laquelle, c'est tout simplement des usages personnels en fait. C'est-à-dire que si vous avez des collaborateurs qui se disent bon, je ne connais pas la politique de mon entreprise sur l'IA, j'utilise une IAG qui n'est pas validée tout simplement par l'entreprise, à un moment ou à un autre, c'est des ressources qui vont être non valides. Et je vous donne un exemple parlant, puisqu'on me l'a relaté il n'y a pas très longtemps, une entreprise industrielle du bassin stéphanois qui n'avait pas suffisamment bien communiqué justement sur la pratique de l'IA. Cette entreprise-là, eh bien, les ingénieurs ont tout simplement utilisé une IA générative qui n'était pas validée. Elle a cherché des informations sur un brevet en cours qu'eux-mêmes étaient en train de breveter, ce qui fait que leur brevet a été dévoilé à tous, en tous les cas, sur des entreprises concurrentes qui n'avaient pas encore identifié ce brevet-là et ils se sont fait piquer tout simplement leur brevet pour parler vulgairement. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA en entreprise, certes, on va parler technologie, on va parler innovation, mais on parle aussi formation montée en compétences bien sûr des collaborateurs et donc service RH forcément impacté bien évidemment par ce sujet. Si on va un tout petit peu plus loin aussi sur cette slide-là, Farida, est-ce que tu peux revenir juste un peu avant? Je veux pousser volontairement justement ce sujet avant de passer à la slide 8. Quand on parle de formation, on va aussi parler politique formation, on va parler politique RH, tout simplement parce qu'on parle aussi de QVCT, on parle d'équilibre en entreprise et d'équilibre de charge de travail. Je m'explique. Quand on parle d'IA et de montée en compétences, tous les collaborateurs ne vont pas forcément être aptes à monter en compétences sur ce sujet. Le fait de mieux communiquer sur la politique formation de l'IA permettra aussi à un moment ou à un autre d'avoir un impact sur la charge de travail qui amènera beaucoup moins d'irritants pour certains collaborateurs. Tout simplement parce que si vous ne communiquez pas suffisamment sur cette politique et cette montée en compétences, certains collaborateurs ne vont pas monter en compétences, d'autres vont le faire et vont devoir absorber la charge de travail que les autres ne pourront pas aller chercher par un manque de compétences. Merci Farida.
On va chercher également des chiffres. Malheureusement, en tous les cas, ce matin, on va devoir avoir un peu de chiffres pour contextualiser ces sujets. On le voit bien, la part des offres, en fait, l'évolution de la part des offres d'emploi aujourd'hui avec la mention IA augmente, tout simplement parce qu'en fait, on a de plus en plus de recruteurs qui recherchent cette compétence. Donc, elle apparaît dans les offres d'emploi, dans les algorithmes en fait, de recherche. Nous, elles ressortent dans nos chiffres et dans nos études. Pour de la formation interne, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va aller chercher une compétence à l'externe pour l'avoir en interne ensuite et la proposer sous couvert de formation interne pour éviter un coût de formation supplémentaire, mais aussi pour répondre à des enjeux technologiques et à des enjeux d'innovation. Pour vous donner un autre chiffre complémentaire, parce que je n'avais pas la possibilité de le rajouter, pour les entreprises aussi de plus de 250 salariés, il y a eu une évolution. Au premier semestre 2024, donc pardon parce que je n'ai pas des chiffres plus récents à vous communiquer, on était à 73% de la part des offres dans l'industrie, pour 43% pour les recruteurs, tout confondu. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une vraie hausse, on est entre 43 et 73% sur la part côté industrie. Merci Farida. Alors, deuxième étape, si vous vous souvenez tout à l'heure, on avait 4 lignes sur les aléas de la croissance économique. La deuxième sur lequel, en tous les cas, le deuxième focus qu'on a souhaité faire, eh bien, c'est la transition écologique. Alors, la transition écologique, en fait, elle va concerner, c'est vrai, tous les secteurs, mais plus particulièrement le secteur industriel, pour 4 raisons. La première, c'est la baisse des ressources énergétiques. C'est-à-dire qu'on va avoir une baisse de toutes les ressources qu'on peut avoir aujourd'hui à notre disposition. La pollution des déchets, le traitement des déchets, bien évidemment. Et puis, le fait que cette raréfaction en fait, de la ressource va dans le sens inverse de nos besoins, puisqu'on en a besoin toujours plus aujourd'hui, plus on avance dans le temps. On a beau être en 2030 aujourd'hui, on consomme encore toujours et toujours plus. Et comme ces baisses de ressources et d'énergie diminuent, bien sûr qu'à un moment, on se télescope sur un sens inverse. Vous avez aussi le dérèglement climatique qui a un enjeu sur la transition écologique. Vous avez la pollution atmosphérique avec les gaz à effet de serre. Je ne rentrerai pas dans le détail, même si on pourrait le faire. Et puis, vous avez la croissance démographique, puisqu'on a quand même vocation à être de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on est 8,2 milliards. La tendance à horizon 2100, c'est de faire bien presque du x100 sur le nombre de personnes que nous pourrions être sur la Terre. Donc forcément que ça a un impact sur l'emploi, ça a un impact sur les métiers cadres, si on reprend quelque chose de plus terre à terre horizon 2030. Et on se retrouve aujourd'hui avec des profils, alors là c'est un focus plutôt territoire parce que c'est intéressant. La première chose, c'est qu'il y a une vraie évolution des besoins. Nous, on l'observe aussi quand on accompagne les entreprises, quand on reprend l'analyse de besoins, la prise de brief, la raison pour laquelle en fait les entreprises ont besoin de recruter aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a une évolution. Et il y a une évolution surtout sur la finalité. La raison pour laquelle aujourd'hui on a besoin de recruter, eh bien on se rend compte qu'il y a une vraie raison, une finalité environnementale, et c'est pour cette raison qu'on a de plus en plus d'offres dites de métiers verts. Les métiers verts sont en forte augmentation. Bien sûr qu'il y a, en fonction des bassins d'emploi, des explications avec des besoins qui sont un peu différents, et vous le voyez ici. Si on prend le bassin de Lyon, on va être plutôt sur de l'énergie. Si on prend le bassin de Grenoble ou le bassin stéphanois, on va être sur les risques environnementaux. Et puis le fait qu'on soit obligé d'augmenter aussi les zones urbaines, entre Clermont ou Chambéry par exemple, eh bien, ça provoque bien sûr des besoins un peu particuliers qui sont complètement différents du bassin de Lyon ou du bassin stéphanois par exemple. Ça va, vous me suivez toujours? Ok, super. Alors, quelques chiffres qui sont issus, entre autres, d'une étude également dans l'industrie qu'on avait présentée à un événement de fin d'année dernière. Donc, c'est une extraction très, très rapide, mais qui a quand même son importance, puisqu'on était il n'y a pas si longtemps sur la journée de la femme et nous-mêmes à l'APEC sur la semaine de l'emploi des femmes. Premier chiffre, en tous les cas, 21%, c'est la progression du taux d'encadrement en 2023. Pardon encore pour les chiffres 2024 consolidés qu'on n'a pas encore, mais c'est quand même important. Ça veut quand même dire qu'à un moment ou à un autre, sur l'emploi cadre à partir d'un bac plus 3 côté définition APEC, bien évidemment, on a une montée en compétences, on a des besoins de la part des entreprises qui sont en nette progression.
L'emploi des cadres femmes, bien sûr, 28%, c'est le taux des cadres femmes travaillant dans l'industrie. C'est également aussi une autre ressource. Je le sais, on le sait, vous le savez, quand on parle de diversité et d'inclusion, il est vrai que l'emploi des femmes rentre en ligne de compte. On sait très bien que dans l'industrie, nous sommes beaucoup moins nombreuses et nous étions beaucoup moins nombreuses. Ça tend à se lisser et on le voit bien, 28%, c'est quand même un pourcentage qui est beaucoup plus important que sur la moyenne nationale. La moyenne nationale est à 23% aujourd'hui. Après, il faut quand même signifier que l'Auvergne-Rhône-Alpes est quand même un bassin d'emploi industriel. 25% par l'industrie dans l'emploi des cadres en aura. Donc ça aussi, c'est un chiffre qui, je pense, est important. Et puis, on verra tout à l'heure aussi un autre sujet qui correspond à la Gen Z, qui peut être un vrai sujet. Je dirais surtout comment dire, des facteurs et des nouveaux profils en fait que les entreprises pourraient se saisir. Je crois normalement que c'est la slide juste après, justement, pour les jeunes diplômés. Aujourd'hui, on sait très bien que les entreprises continuent de chercher leur candidat idéal, leur mouton à 5 pattes. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il est préférable de chercher un mouton à 4 pattes avec un trou pour la 5e, et la 5e patte pourrait être ce que vous pourriez chercher comme le candidat idéal. Le but du jeu, c'est quand même véritablement de faire une analyse de besoin, de qui j'ai besoin pour travailler avec qui, dans quel contexte, dans quel service, avec quel manager, avec quel collaborateur. On sait très bien que les jeunes générations, les actifs de moins de 30 ans, voire même la Gen Z, dont on entend beaucoup parler, est beaucoup plus difficile à recruter pour les recruteurs. Et je dis bien recruteurs parce que derrière les entreprises qu'on accompagne, on accompagne des TPE-PME. Ça veut dire des entreprises de moins de 250 salariés. Et ces entreprises de moins de 250 salariés, elles n'ont pas tout un service RH, pas tout un service recrutement. Donc, un recruteur, pour nous, quand on l'accompagne, ce n'est pas forcément un recruteur de compétences. Ça peut être un dirigeant, un DAF, un manager, un responsable de service, voire même des alternants, et on l'a vu. Ça veut quand même dire qu'à un moment, recruter des actifs de moins de 30 ans, ce n'est pas toujours évident. Et puis, on a autant d'idées et de préjugés et d'idées reçues, au même titre qu'on peut l'avoir sur des personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, sur des femmes, sur des seniors, sur des QPV, quartiers prioritaires de la ville par exemple. Eh bien, on peut en avoir aussi sur les jeunes et les jeunes actifs, ce qui n'est pas tout à fait juste, parce qu'en fait, quand vous regardez les chiffres et vous regardez justement cette slide avec les 3 items qui sont présentés, aujourd'hui dans les chiffres complémentaires, notamment sur le fait qu'ils se déclarent tout aussi investis, et on a tendance à dire que les jeunes sont moins investis, ils ont plus envie d'équilibre vie pro, vie perso, c'est vrai, mais dans les chiffres, et ce sont des chiffres véritablement issus des études, 47% le jugent plus ou moins ou aussi important que les autres pans de la vie. On parle des actifs de moins de 30 ans. Et le chiffre pour les 30-44 ans est également de 47% et 36% des 45 et plus, pour vous donner des chiffres plus précis. Pour la deuxième sur l'investissement des jeunes actifs, on va être sur 55% cherchent un travail rémunérateur, 41% un travail intéressant et 34% facile à concilier avec leur vie personnelle. Mais globalement, ce qui est quand même important, c'est que ces chiffres-là ne se télescopent pas avec les autres générations. Et c'est exactement la même recherche et la même envie pour les autres générations, que vous soyez junior, middle ou senior. Ce qui est important, parce que c'est souvent, alors sur la slide de juste avant, pardon, mais j'imagine que Farida me pousse dans le timing en passant les slides. Juste ce qui est important, parce qu'on l'entend souvent, c'est qu'en fait, les jeunes veulent tout de suite. Beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de missions, beaucoup plus de responsabilités. Mais c'est quand même intimement lié aussi au fait qu'ils soient jeunes et qu'ils ont envie de progresser vite, rapidement. Là où quand on est sur des générations de 40 ans, 45 ans et plus, bien sûr qu'on a un peu moins envie de progresser, de se stabiliser, ce qui n'est pas le cas justement des jeunes générations, mais quelque part c'est tout à fait lié en fait justement à leur fameux début de carrière. Merci Farida pour cette impulsion. Ce contexte, en fait, on voit, c'est-à-dire que les entreprises, si je reprends un tout petit peu d'histoire, avant Covid, mon métier, c'était plutôt de faire comprendre aux entreprises qu'elles allaient devoir changer leur pratique de recrutement. Aujourd'hui, depuis la sortie de crise et encore en 2025, c'est plus tout à fait le cas. Elles ont compris qu'elles allaient devoir changer de pratique. Par contre, elles ont des difficultés à passer à l'acte et à comment. En fait, comment je fais pour attirer différemment, comment je fais pour recruter différemment, justement.
Et donc, elles se sortent de ce fameux mouton à 5 pattes, le pas de côté. Si vous avez vu la promotion et la publicité de l'APEC du pas de côté, elles vont devoir changer leurs prérequis. Elles vont devoir faire changer les mentalités aussi des managers et des responsables de service qui très souvent, eux, ne veulent pas bouger sur le clone de celui d'avant ou le candidat idéal. Mais pour autant, à un moment ou à un autre, on va devoir bouger les lignes. Et les lignes qui bougent le plus souvent, vous le voyez, ce sont sur les 4 items que vous le voyez. Alors, en fonction des années, ça bouge plus ou moins de manière importante. Mais on va être sur la rémunération, puisqu'à un moment, quand on a fait valoir et qu'on a rajouté des caractéristiques différentes sur l'offre, bien sûr que la petite ligne en bas à droite qu'on touche une fois par mois a du sens pour débloquer et déclencher un recrutement. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir qu'on va aller chercher moins d'expérience, plus d'expérience aussi sur le cadre en fonction, et puis le niveau de diplôme. Ça veut quand même dire à un moment ou à un autre que certes, on va aller chercher un nombre d'années d'expérience, mais on va être capable, au travers du plan d'évolution des compétences, d'aller donner et de transmettre des compétences différentes à un collaborateur qu'on pourrait recruter. Ça va dans le même sens aussi que l'obsolescence programmée de la compétence. On sait que la durée de vie d'une compétence aujourd'hui, en moyenne, elle est à peu près de 8 à 12 mois en fonction des métiers, en fonction des secteurs d'activité. Ça veut quand même dire qu'aujourd'hui, peu importe que vous recrutiez un junior ou un senior dans vos entreprises, peu importe la compétence qu'il a, à minima, vous allez devoir lui proposer une mise à jour de cette compétence. Et là, on ne parle même pas de montée en compétences, de montée hiérarchique, de passer d'ingénieur à chef de projet ou à manager responsable de service, ne serait-ce que même pour être opérationnel sur son poste de travail actuellement, l'entreprise va devoir mettre en place une politique formation, un plan d'évolution des compétences pour qu'il y ait une mise à jour. La comparaison est très moche, mais c'est l'équivalent d'un smartphone aujourd'hui, même si vous ne souhaitez pas le changer, pour que vous puissiez continuer à l'utiliser, vous devez faire les mises à jour de votre smartphone. Pardon de cette comparaison, mais elle est la plus parlante. C'est exactement la même chose pour nous en tant que salariés aujourd'hui pour continuer à être opérationnels. Merci Farida. Merci. Pour cette dernière slide, les enjeux, alors j'ai tâché de faire un résumé pour que ce soit le plus facilitant pour vous. C'est ce vers quoi nous, on tend à accompagner les entreprises. C'est bien évidemment de recruter autrement, mais aussi de manager autrement et de fidéliser autrement. On le sait, les 3 enjeux principaux d'une entreprise aujourd'hui, c'est attirer, recruter, fidéliser. On tend, compte tenu du T1 2025 et de la toute première slide des chiffres, à avoir une baisse des recrutements, mais aussi parce qu'aujourd'hui, les recruteurs et les directions se rendent compte qu'il est peut-être plus facile de fidéliser et donc de manager différemment des collaborateurs plutôt que de les laisser partir et d'en recruter des nouveaux pour lesquels il faudra bien sûr à un moment ou à un autre les réengager dans l'entreprise, dans la culture d'entreprise, dans l'ADN et dans une politique de compatibilité. Tout l'enjeu d'un recrutement aujourd'hui, c'est de savoir si oui ou non un candidat va être compatible avec une entreprise, un service, des collaborateurs et un manager. Et c'est ça la plus grande difficulté. Une autre difficulté pour les entreprises, bien sûr, c'est l'équilibre RH avec une politique collective et des attentes individuelles. Et ça fait quand même partie aussi, en matière de ressources humaines, la plus grande difficulté. On parle beaucoup de QVCT, qualité de vie, conditions de travail. On a rajouté un C, avant c'était la QVT. Maintenant, c'est qualité de vie et conditions de travail, parce que c'est un vrai impact, un vrai levier aujourd'hui pour fidéliser ces collaborateurs-là. Certes, ils ont des envies individuelles, mais la plus grande difficulté, je le répète parce que c'est ce qu'on observe le plus aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en marche une politique collective sous des attentes individuelles. Est-ce que le timing, Farida, est respecté ou est-ce que j'ai encore quelques minutes? Parfait. On a peut-être le temps pour une petite question, Aurélie. J'aurais une question. Géraldine, est-ce que vous pouvez donner un exemple d'emploi vert pour les cadres? Alors, il faudrait. J'utilise le temps de parole de Lionel et je vous le mets dans le chat. Je vais regarder. Oui, pour que. Mais j'en ai. Oui, j'en ai. Pas de souci. Merci. Je m'en occupe. Merci à vous. Lionel, on vous passe le relais. Oui, bonjour à tous. Juste sur les emplois verts, on peut simplement aller voir sur les métiers émergents. Regardez sur Internet la liste des métiers émergents. Vous verrez qui est actualisée régulièrement. 90% de ces métiers émergents sont en lien avec les emplois verts.
Bonjour à tous. Donc Lionel Bach pour OPCO2I Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis en charge de la stratégie et l'action territoriale de l'opérateur de compétences en région. L'industrie en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est partout. C'est pas uniquement au-delà des grandes agglomérations et des métropoles, c'est partout véritablement. Et Auvergne-Rhône-Alpes est une région qui accueille la diversité des branches industrielles qui sont implantées au niveau national. Dans nos missions, on a plusieurs missions. Celle qui est peut-être la plus communément connue, c'est celle de financeur des formations. Mais au-delà de ce sujet de financement des formations, ça va être le développement de l'alternance et l'accompagnement des branches sur leur stratégie en termes des branches professionnelles, sur leur stratégie en termes de développement compétences pour les salariés. À ce titre, OPCO2I a construit un observatoire des métiers. Ah, je vous ai perdu, excusez-moi. Je vous entends, Lionel. Vous m'entendez? D'accord, parce que je vous avais perdu à l'image. Donc, OPCO2I a produit un observatoire des métiers et des compétences. Et d'ailleurs, Géraldine, tout à l'heure, faisait référence à une étude conjointe OPCO2I, APEC, en lien avec l'IA sur les compétences des cadres. Donc, ça, c'est effectivement un des sujets. Mais au-delà de ça, on produit des études sur la transition écologique et numérique, sur les évolutions, les incidences du développement de l'alternance, sur l'impact du numérique sur les compétences professionnelles des salariés. Donc, véritablement, c'est un lieu de ressources et de sources d'informations extrêmement important. La vocation de l'Observatoire, c'est pas de produire des études, c'est d'alimenter l'ensemble de l'écosystème, acteurs des branches professionnelles, entreprises, organismes de formation, pour ajuster les politiques en lien avec les besoins des entreprises et l'adéquation de l'offre de formation sur le territoire. Véritablement, on est là-dessus et à ce titre, je me permets de faire écho d'une entreprise, d'une étude spécifique Auvergne-Rhône-Alpes qu'on est en train de finaliser, qui va aboutir fin mai. Je vous donc probablement une présentation élargie fin mai sur l'approche interindustrielle en Auvergne-Rhône-Alpes sur une logique de développement des compétences, d'adéquation des besoins de l'offre de formation et d'identification des métiers en forte tension avec des axes possibles de réponse en lien avec ces besoins. Tout à l'heure, il était fait référence à la transition écologique et numérique. Je m'appuie là sur une étude conséquente qui a été menée. La transition écologique et numérique et écologique en France, ne pourra pas, les objectifs fixés par l'État ne pourront pas être atteints sans embarquer le secteur de l'industrie. Naturellement, on le sait, sur différents leviers, sur les sujets de consommation de matières et donc le sujet de l'origine des matières, la recyclabilité des matières, sur les sujets de consommation énergétique, le type d'énergie, l'intensité des besoins énergétiques dans les process qui sont mis en place dans nos industries, sur les sujets d'émissions de gaz à effet de serre, avec l'intensité carbone des process et les types d'énergie, sur les sujets de qualité de l'air, sur les qualités de l'eau, des sols, sur les sujets des effluents et le traitement des déchets. Donc, sur l'ensemble de ces enjeux, véritablement, il y a des choses, des politiques de branches et d'entreprises qui prennent en considération ces enjeux en lien avec les objectifs fixés nationalement et à l'échelle européenne. 3 piliers forts sur lesquels cette transition s'appuie, les transitions énergétiques, avec la production d'énergie décarbonée, la sobriété, c'est d'une certaine manière la pollution qu'on ne crée pas, c'est, j'allais dire, ou ce que l'on met en place dans les process de production dans une logique de sobriété, c'est une pollution que l'on ne crée pas. Et puis, le sujet de la transition numérique. Donc, transition énergétique, sobriété et transition numérique, c'est véritablement les 3 piliers sur lesquels s'appuient les stratégies actuelles
des branches professionnelles sur une logique de transition. En lien avec ces constats, l'alimentation apportée par l'APEC sur la prise de parole, les études de l'Observatoire interindustrie, à la fois à l'échelle des branches, à la fois à l'échelle des territoires, à la fois sur des sujets particuliers, toute cette matière-là nous a amené à travailler une offre de service à l'attention des entreprises. Et cette offre de service, je vais vous parler particulièrement des 3 premiers piliers. Façonner les talents dans les besoins en recrutement auxquels il a été fait référence. Les entreprises sont face à un enjeu fort qui est la réponse aux besoins liés au départ en retraite d'un nombre important de salariés. On est sur un territoire, Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a un effet ciseau. On est à la fois sur un territoire qui est dynamique, qui est très dynamique, premier territoire en France en termes de réimplantation de chaînes de production dans le territoire. Donc, il y a une politique forte en la matière. On est sur une région, première région industrielle de France, mais on est comme les autres régions, également soumis à la pyramide des âges. Et d'ailleurs, à ce titre-là, quand on parle à l'échelle régionale, tous les territoires à l'échelle régionale ne sont pas impactés de la même manière en fonction des catégories et des pyramides des âges sur les territoires, en fonction de la natalité. On sait les tendances à venir sur certains territoires et les tensions d'autant plus fortes sur certains territoires par rapport à d'autres. Et puis, c'est également lié à la dynamique de l'implantation des industries. Donc, un enjeu fort sur façonner les talents qui intègre cette logique de transfert de compétences. On va être à la fois sur l'intégration de nouvelles personnes dans les entreprises et on va être également sur le sujet des mobilités internes. Le deuxième bloc, on est sur l'environnement. Ça fait référence au sujet dont je parlais précédemment, transition écologique, un vrai enjeu pour le secteur industriel sur la compétence et les enjeux liés à l'environnement. Le troisième pilier, on est sur la digitalisation, véritablement. On n'est plus sur des propos, on le mesure au quotidien, l'intégration de la compétence numérique qui impacte l'ensemble des postes du secteur industriel. Et puis un quatrième que je vais laisser de côté un peu aujourd'hui, qui est plutôt une volonté de pouvoir répondre sur des sujets spécifiques pour des entreprises de taille importante. Donc aujourd'hui, je vais m'attacher plutôt aux 3 premiers piliers. Pour chacun de ces piliers, la réponse, puisqu'on est en mode réponse, diagnostic, identification, réponse, la chaîne de traitement va reposer sur la même approche. Ce qu'on propose aux entreprises, notre sujet du jour, c'est les compétences transition numérique écologique. On a travaillé via l'IA un autodiagnostic qui est accessible à l'ensemble des entreprises. À travers cet autodiagnostic, l'entreprise, de manière autonome, va pouvoir faire émerger un certain nombre d'axes de réflexion, de leviers sur lesquels elle pourra être amenée à travailler. Je vais le détailler juste après. Cet autodiagnostic, il va pouvoir, dans certains cas de figure, être appuyé par un diagnostic à part entière. À l'issue de quoi, l'entreprise va avoir accès à des boîtes à outils, un catalogue de formation, la possibilité de participer à des événements. Et donc, on est dans une logique de rebond, mais toujours dans la même approche, la réponse aux besoins de l'entreprise. Notre positionnement n'est pas de proposer un catalogue ou une offre de formation déjà réfléchie, c'est plutôt d'entendre les besoins des entreprises, de l'entreprise en question, et en fonction de ces besoins, d'être en capacité de répondre sur une logique sur mesure. Si on passe à la slide suivante, donc sur la logique d'autodiagnostic, je vous propose assez rapidement de reprendre chacun de ces piliers-là. Sur l'approche autodiagnostic, on est sur une démarche où l'entreprise est complètement autonome. On est sur une approche, un exercice qui est d'une quinzaine de minutes avec une liste d'items à remplir, et ce qui permet de faire ressortir une cartographie et de permettre à l'entreprise d'identifier des axes, de faire remonter des axes de réflexion et de travail. Quand l'entreprise fait son autodiagnostic de manière autonome à son niveau, en même temps qu'elle fait l'autodiagnostic, ça interpelle le conseiller
OPCO 2I qui suit l'entreprise. Et donc, le conseiller en question est informé que cette entreprise-là a initié une démarche, ce qui va aussi permettre au conseiller de se rapprocher de l'entreprise et puis lui proposer, si elle le souhaite, de pouvoir aller un peu plus loin et de pouvoir être accompagné dans sa réflexion, si elle le souhaite. Mais d'ores et déjà, en faisant l'autodiagnostic, l'entreprise va pouvoir avoir des premiers éléments de réponse. Donc, l'appui du conseiller va être d'apporter une expertise en complément des premiers éléments de réponse qui sont apportés à l'entreprise. Je propose de passer à la slide suivante. C'est typiquement ce qui va ressortir de cette approche autodiagnostique avec une cartographie qui va permettre de pouvoir identifier des axes de réflexion. Je propose d'aller à la suite. Donc, à la fois sur 3 piliers, à la fois, alors l'intitulé des savoirs, on va être sur 3 intitulés, pardon, sur les savoirs, la connaissance. Est-ce que j'ai la connaissance et la compréhension des sujets de transition écologique, numérique, de développement des compétences, enfin, un certain nombre de points qu'on n'aura pas le temps de balayer ici. Donc, il y a un premier levier qui relève de la connaissance. Il y a un deuxième levier qui relève du savoir-faire. Est-ce que j'ai la compétence d'un point de vue savoir-faire? Et il y a un troisième pilier, si on passe à la slide suivante, qui est sur le savoir-faire métier. Et pour chacun de ces piliers, on va retrouver une analyse synthétique avec une notation sur 3. Et au-delà de l'analyse synthétique, une proposition de suite à donner. Si je prends l'exemple de votre positionnement savoir-faire métier, ça donne une cartographie de l'entreprise en fonction de ce qu'elle a renseigné, quelques éléments de synthèse, et puis en dessous, une proposition de formation auquel l'entreprise peut-être pourrait être intéressée pour donner suite sur un investissement, une formation sur l'investissement bas carbone, ou une formation sur la réduction des émissions de CO2, ou une formation sur la gestion des déchets. À d'autres endroits, ça peut être plutôt la proposition d'aller sur un diagnostic à part entière. Donc, véritablement, c'est une proposition de donner suite en lien avec les éléments renseignés par l'entreprise et qui lui sont spécifiques, avec l'appui du conseiller, si elle le souhaite, pour avoir tous les éléments de compréhension, d'accompagnement dont elle peut bénéficier. Et donc, on va retrouver ce postulat-là sur les 3 axes que je vous ai présentés, qu'on soit sur la partie axe transition écologique, qu'on soit sur la partie axe transition digitale, ou qu'on soit sur la partie axe transition des compétences et comment dire, maintien, développement des compétences. Je propose donc, ça c'est la première étape. La deuxième étape, la possibilité pour l'entreprise, à l'issue de l'autodiagnostic, de pouvoir bénéficier d'un diagnostic à part entière. L'autodiagnostic, c'est 15 minutes, des éléments possibles pour donner suite et la possibilité d'un accompagnement du conseiller. Dans cette possibilité d'accompagnement du conseiller, il peut être pertinent. On sait que l'investissement dans les formations a un coût et donc on invite à chaque fois que possible l'entreprise à bâtir un diagnostic avec l'appui d'un cabinet conseil qui va venir structurer sa démarche. Et donc là, on n'est pas dans la même échelle, on est plutôt dans un diagnostic qui est sur une durée de temps de 10 à 15 jours qui sont à convenir avec l'entreprise, 10 à 15 jours pendant lesquels l'entreprise va être accompagnée par un cabinet référencé pour ses compétences sur le sujet identifié par l'entreprise. Donc, si on avance, donc on est clairement sur le diagnostic sur mesure avec un accompagnement opérationnel qui peut s'étendre de 10 à 15 jours, avec y compris pour des entreprises, donc pour les entreprises de moins de 250, on est sur un financement de 1 000 € par jour, plafonné à 10 jours et on peut aller jusqu'à 15 jours.
Et pour les entreprises de plus de 250, en fonction de leur situation, il peut là aussi y avoir des possibilités d'accompagnement, y compris financier, sur cette approche de diagnostic sur la logique transition écologique. Et donc, de la même manière, on va retrouver la même chose, la même déclinaison, que ce soit pour les diagnostics click and text pour la partie numérique ou pour façonner les talents sur la partie développement des compétences, transition et maintien des compétences rares. Je vous propose qu'on passe à la suite. Au-delà de ces phases de diagnostic, qui est le rebond, le premier rebond, effectivement d'autres possibilités. On va être là plutôt sur les logiques de formation, à la fois sur des sujets ProA pour des personnes de Bac+2 au maximum, l'accès à des catalogues de formation, la gestion de parcours professionnels, le développement de l'alternance avec y compris des possibilités de développer de l'alternance sur des savoirs rares, y compris quand on identifie qu'il n'y a pas d'offre de formation sur le territoire et qu'on est sur de la transmission de savoir sur site par la personne expérimentée à l'attention d'une personne qui intègre. Vous y faisiez référence tout à l'heure, Géraldine, sur cette nécessité d'adapter la manière de transmettre les compétences dans des conditions et avec des réponses qui soient individualisées, y compris à l'individu et à l'entreprise qui accueille cet individu. On va véritablement, dans cette approche-là, les systèmes formatés peuvent répondre à des situations, mais ne répondent pas à toutes les situations. Tout le sujet de la promotion des compétences qui sont des CQP qui sont développés par les branches professionnelles. Ensuite, si on est sur une partie de prise en charge, le plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés, il y a des possibilités de financement sur le plan de développement des compétences avec des plafonnements en fonction que la formation soit sur du réglementaire, de la formation métier ou des formations langue. Donc ça, c'est accessible sur notre site Internet. Donc là, on est sur le plan de développement des compétences pour les moins de 5 ans. Il y a tout ce qui est appui sur les contrats d'apprentissage. Je passe un peu rapidement dessus, mais il y a un fort enjeu sur les développements de contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Il ne vous a pas échappé que sur les contrats d'apprentissage, les aides aux employeurs pour accueillir des jeunes en alternance ont évolué. Il n'en demeure pas moins qu'elles restent quand même encore significatives et incitatives sur le sujet de l'apprentissage. Sur les sujets des contrats pro, c'est également une volonté, et ça fait partie des formations par alternance, la volonté de promouvoir ces formations par alternance. Autre rebond possible, l'accès à un catalogue de formation. On est là sur des structures qui ont été identifiées, qui ont répondu à un cahier des charges, pour lesquelles les réponses aux besoins ont été identifiées par les équipes OPCO2I. Et donc, ça permet à des entreprises, peut-être à la fois des entreprises, des petites entreprises, à la fois à des entreprises plus importantes, de pouvoir s'alléger de la partie administrative et directement venir sélectionner une offre de formation dans un catalogue de formation sans avoir à traiter tous les sujets administratifs quand on est en contact direct avec l'organisme de formation. Donc, autre accès, c'est le catalogue de formation. Je vous laisse continuer. Et puis, au-delà des aspects régaliens, OPCO2I va négocier, conventionner avec un certain nombre d'acteurs des possibilités de financement avec des enjeux. Et donc, vous avez bien compris que les enjeux du moment, les orientations de l'État sont fortement orientées sur les sujets de transition numérique et transition écologique. Et qu'à ce titre-là, il y a des conventions qu'on signe pour en tant qu'opérateur de branche et opérateur de l'État, déployer dans les territoires ces politiques de décarbonation et de transition écologique et numérique. Parmi lesquels, donc le Fonds social européen, c'est un fonds qui permet à des entreprises, y compris pour des entreprises de plus de 250 salariés, de pouvoir bénéficier de financements qui peuvent aller jusqu'à hauteur de
de 50% du coût pédagogique sur des actions de formation, particulièrement, vous le voyez noté sur actions éligibles, toutes les actions de formation qui concourent à accompagner les mutations. On est clairement dans l'accompagnement des mutations et spécifiquement, ou presque, numérique, écologique. Je continue. Former pour recruter sur ces missions qui sont d'aller capter, chercher des personnes qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas en emploi, identifier les besoins des entreprises qui recrutent sur un territoire, organiser un collectif d'entreprises qui recrutent sur un territoire et en lien avec des conventionnements avec France Travail, créer ce lien entre des personnes en recherche d'emploi et des entreprises qui recrutent. À ce titre-là, une formation à l'attention de ces personnes en recherche d'emploi, financée via des fonds France Travail et le conventionnement OPCO2I, permet à l'entreprise de pouvoir, à l'issue du parcours, recruter une personne qui a déjà le socle de compétences pour pouvoir intégrer l'entreprise de manière réussie. Le fonds de transition juste, c'est un fonds européen. Comme son nom l'indique, on est sur une logique clairement orientée sur les politiques de décarbonation. Au niveau européen, seules quelques régions en France sont éligibles au FTJ. Pour certains territoires, c'est tout le département qui est éligible. En ce qui concerne Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont des territoires bien identifiés. Votre entreprise est située sur une zone bleue des territoires Rhône ou Isère, OPCO2I est en train de conventionner auprès de l'ADRITS 6 millions d'euros à l'attention des entreprises de ces territoires. Véritablement, si votre entreprise est implantée sur ce territoire et que votre activité est une activité qui est considérée comme fortement émettrice de CO2, vous pouvez bénéficier de financements conséquents sur une logique pluriannuelle. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que aujourd'hui, d'avoir une visibilité pluriannuelle, c'est rare. On est en train de conventionner sur une période 2025-2028. Donc, ça vous donne cette possibilité de pouvoir travailler de manière solide un plan de développement des compétences des salariés en lien avec les incidences et la volonté de décarbonation de ces territoires identifiés à l'échelle européenne. Sur le pacte industrie, donc le pacte industrie, là aussi, c'est lié à un conventionnement partenariat en lien avec l'ADEME et la T2E. Ça s'adresse à la fois aux référents énergie, aux référents techniques énergie dans les entreprises. Donc, cette possibilité-là de pouvoir former un référent énergie dans l'entreprise. Ça va être également de venir en appui de la gouvernance et des dirigeants d'entreprise sur la stratégie. Et ça va être également donc sur une approche de financement de cette stratégie et de ce développement des compétences sur les sujets du dispositif qu'on appelle Pacte Industrie, donc à travers 3 thématiques, le sujet des achats, des énergies renouvelables et puis tout ce qui est lié au plan de mesure, avec des possibilités de financement qui peuvent aller jusqu'à 70%. Dernier point, j'espère que je suis dans le timing. Dernier point, on a parlé d'attractivité, de mutation. Il y a besoin de visibilité et à travers ça, OPCO2I, j'ai parlé de l'Observatoire des métiers et des compétences. Je voulais aussi finir sur la promotion et attractivité des métiers. OPCO2I porte avec ses branches partenaires une campagne. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. En tant qu'entreprise, vous avez des besoins en recrutement. Dans notre logique d'offre de services aux entreprises, cette offre de services, elle va jusqu'à porter vos besoins dans les salons sur l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes et jusqu'à la possibilité de vous accueillir sur nos espaces pour que vous puissiez
être en contact direct avec le public que vous souhaitez recruter. Voilà ce que je voulais vous partager sur les 15-20 minutes de ce temps de présentation. Merci Lionel. Alors, on va passer à la présentation du campus. Alors, sachez qu'il y a donc Géraldine Payen côté formation et Julie Gréard côté usine qui sont présentes et qui pourront répondre à vos questions. L'idée, tout de suite, c'est de vous partager une vidéo. Donc, je vais faire ça tout de suite pour que vous puissiez... Alors, ça devrait fonctionner. C'est parti. Voilà. Donc, si vous avez des questions, Julie et Géraldine sont à votre disposition, donc n'hésitez pas. C'est vrai que le campus labellise un certain nombre de formations, mais c'est aussi un lieu, comme vous l'avez vu sur la vidéo, où on a la partie usine. Aujourd'hui, ce qui nous semblait intéressant de partager, c'était aussi la possibilité de vous présenter deux formations, en particulier Mines Saint-Étienne et l'IEQT. Donc Valérie, sans transition, je te laisse la parole. Bonjour et merci pour cette invitation à ce webinaire. Donc Mines Saint-Étienne, école sous tutelle du ministère. Si tu peux passer le slide d'après, s'il te plaît, Farida. École qui est créée, donc qui est bicentenaire, ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, une école de l'Institut Mines Télécom. Donc tous les sujets qui ont été abordés par les collègues de l'APEC et puis d'OPCO 2I, on est en plein dedans. Étant donné notre ministère de rattachement et les missions de l'établissement qui sont la formation, la recherche et le transfert technologique et la valorisation,
L'enjeu pour nous, c'est sur notre métier initial, quels sont les métiers d'ingénieur, c'est vraiment d'accompagner des nouveaux talents avec ces nouvelles expertises sur des métiers de l'ingénierie, mais aussi de pouvoir être sur ces enjeux d'employabilité, puisqu'on est à dire, comme le disait Géraldine tout à l'heure, qu'une compétence dure de 8 à 12 mois. Nous, on forme des ingénieurs au bout de 3 ans, donc on peut supposer aussi que leurs compétences tout au long de leur vie doivent être maintenues, surtout si on est en plus dans une région où on se réindustrialise, où il y a un plan des ingénieurs et des techniciens en Auvergne-Rhône-Alpes, donc un enjeu pour nous d'accompagner le développement de l'industrie à travers de la formation et la formation initiale, et comme on peut le voir sur différents sujets, où les sujets de souveraineté numérique, de microélectronique, de santé et d'industrie, donc d'évolution des technologies en la matière, sont importants, et on a cette mission d'être à jour en fonction de notre structuration en centre d'enseignement et de recherche qui nous permet d'accompagner ces évolutions de formation par le travail de nos enseignants-chercheurs pour faire évoluer l'état de l'art sur les différents sujets que connaît l'industrie. Donc ça, c'est pour nous, c'est important. Et je reprendrai aussi un élément qui est important pour introduire aussi le stade actuel. Le CEFI, qui est le comité d'études des formations d'ingénieurs, il y a quelques dizaines d'années, disait que les ingénieurs étaient la population qui travaillait le moins sur leur formation continue initiale, c'est-à-dire la formation d'ingénierie technologique. On retrouve des ingénieurs qui vont faire beaucoup de formations de MBA et des formations managériales un peu tout au long de leur vie, mais sur leur fond technologique, on trouve très très peu de formations tout au long de la vie. Et aujourd'hui, comme l'a expliqué Géraldine, ça évolue rapidement. Donc ceux qui sont sortis il y a 10-15 ans ou un peu moins ont cette nécessité d'être mis à jour sur l'évolution par rapport à leur métier initial, technique, technologique. Donc Mines Saint-Étienne propose, comme vous le voyez, des formations d'ingénieurs initiales, en initiale ou par alternance, avec un partenariat avec l'Institut supérieur des techniques de la performance. Et nous avons des formations courtes sur 12 mois en alternance qui permettent, soit sur de la poursuite d'études ou sur de la reconversion, de pouvoir monter sur l'expertise par rapport à un métier initial. C'est aussi de la formation à l'international sur des sujets là aussi très techniques technologiques, et forcément une offre de master qui conduit au doctorat derrière de manière importante pour maintenir cette capacité aussi d'aller vers de la recherche et faire évoluer l'état de l'art qui est important pour nous. Il faut savoir qu'à l'école des mines de Saint-Étienne, nous ne faisons pratiquement pas de recherche fondamentale, mais beaucoup de recherche appliquée, c'est-à-dire en lien avec aussi les problématiques industrielles des entreprises. Et nous nous appuyons sur nos plateaux technologiques, comme vous avez pu en voir sur la vidéo qui présente l'usine, où nous sommes présents sur 500 mètres carrés, où nous avons une usine école à échelle 1 qui présente toutes ces fameuses technologies de l'industrie du futur. Donc, c'est ce qui se passe sur Dioui. Et sur Dioui, nous allons développer de la formation longue avec un master spécialisé sur la cybersécurité industrielle et sur une formation d'ingénieur de spécialisation à terme. On est en capacité aussi, et c'est là où ce qui est important, c'est d'aller de la formation initiale, la formation continue longue, mais aussi de la formation courte, à destination des dirigeants d'entreprise et des collaborateurs d'entreprise pour monter en compétence sur des sujets liés aux transitions numériques. Qui dit transition numérique aussi arrive vers la transition écologique, puisque instrumenter une usine, une ligne de production permet aussi d'avoir un état des lieux sur les consommations énergétiques, soit bâtimentaires ou du système de production, et à ce moment-là, d'être en capacité d'apporter les mesures correctives. Donc, notre enjeu, c'est de former à tous ces sujets d'évolution par le numérique qui permettent à des petites entreprises de sensibiliser le dirigeant, de former aussi les collaborateurs et de pouvoir ensuite monter en compétence sur ces expertises-là techniques. Nous restons sur des sujets techniques technologiques. Nous n'embrassons pas la partie plus business et managériale. On s'associera avec des partenaires pour faire ces éléments-là. Donc là, sur Dioui, c'est ce que l'on fait sur le campus de Lyon, mais aussi à Saint-Étienne, c'est traiter des sujets
pour parler des métiers verts, on va parler, nous, d'efficacité énergétique du bâtiment. Nous allons parler d'économie circulaire. Donc, au lieu d'être sur un mode de business linéaire, d'intégrer cette notion d'éco-conception, d'éco-circularité, d'analyse de cycle de vie et de fin de vie d'un certain nombre de produits. C'est aussi aujourd'hui, dans des temps qui sont difficiles, de parler de continuité de plan d'activité, de résilience des organisations, de gestion de risques et de parler aussi de dépollution des sols lorsqu'on parle de zéro artificialisation nette, de pouvoir comment aussi réinvestir des sujets industriels pour réimplanter des entreprises. Et à partir de ça, de cette expertise, c'est cette capacité sur des sujets très techniques, technologiques, de pouvoir avoir une offre de formation qui soit courte. Ce que je tenais aussi à dire, c'est que Mines Saint-Étienne a un credo qui est la notion de l'amélioration de la performance collective par la montée en compétences et l'amélioration des compétences individuelles. Individuelles, pourquoi? Parce que chacun d'entre nous aujourd'hui doit travailler son employabilité, et collectif, parce que quand on monte sur ces notions-là du collectif créé par des individus, c'est la possibilité aujourd'hui d'améliorer sa productivité, sa performance, sa différenciation de l'offre. Et ça, c'est vraiment très important pour nous lorsqu'on veut faire que l'ingénierie et les ingénieurs puissent reprendre le dessus sur le développement industriel et puissent aussi intégrer cette notion d'intelligence artificielle, mais nous, au niveau ingénieur, pour faire des data scientists, monter toute cette notion de programmation d'algorithmie, d'intégrer les questions d'IoT, jumeaux numériques, comme on a pu le voir dans les vidéos tout à l'heure, et aussi cette dimension industrielle et transition écologique. Donc pour nous, s'appuyer sur une école d'ingénieurs, pour nous, on va être sur des métiers de cadre. Ça va être les former ces nouvelles générations, mais c'est aussi permettre à des générations un peu plus anciennes qui sont sorties de la même école de pouvoir bénéficier de l'expertise de leur établissement, des équipements industriels et de la mise à jour aussi des savoirs, des savoir-faire menés par nos enseignants-chercheurs pour monter en compétences et pouvoir continuer de faire développer, se développer soi-même et de pouvoir travailler jusqu'à l'âge de la retraite, mais aussi contribuer au développement territorial industriel, et ce, quel que soit le poste quand on est ingénieur qu'on occupe à l'entreprise, c'est-à-dire dirigeant ou directeur industriel, méthode, maintenance, qualité, et d'être là aussi dans la capacité d'intégrer ces nouvelles technologies et d'accompagner aussi ses collaborateurs dans cette prise de conscience et de pouvoir encadrer ce développement de compétences. Donc moi, c'est surtout ce message-là, c'est une école d'ingénieurs comme la nôtre permet de faire de l'initial, a la capacité d'accompagner des développements de personnel individuel, mais aussi de petits groupes sur de la formation courte, en s'appuyant sur une expertise d'enseignants-chercheurs, d'ingénieurs de plateforme, de techniciens, et aussi de tout un écosystème industriel qui environne ces plateaux techniques à échelle. Donc voilà, c'est un petit peu le message que moi je voulais vous faire passer sur cet enjeu d'une école, du ministère de l'Industrie, qui est au plus près du développement territorial des entreprises. Voilà. Merci Valérie, c'est très clair. Sans transition, nous passons la parole à Solène Rand pour nous présenter les formations à Ligue EQT. Bonjour à tous, merci d'être encore présents avec nous. Je vais essayer d'être rapide et efficace sur cette dernière partie pour effectivement vous présenter notre établissement. Donc l'IUQT, on est une école qui est spécialisée dans le management du risque et la performance plutôt globale des entreprises. On a été créé en 1989 par la CCI de l'Allier en partenariat avec l'entreprise Michelin, donc en Auvergne, puisque l'entreprise Michelin avait donc à l'époque en 1989 des besoins notamment sur le volet qualité. Donc ça a été l'essor en fait de l'école à ce moment-là. Néanmoins, on a su adapter les offres de nos formations pour maintenant s'étendre sur des formations un petit peu plus complètes et notamment sur de la qualité, de la sécurité et de l'environnement, et notamment c'est ce volet-là, environnement, qu'on traite aujourd'hui au cours de ce webinaire. On est donc le premier réseau de formation QSO en France, qu'on a 17 campus qui sont répartis un petit peu partout en France.
Voilà, ce qui représente quand même 10 000 alumni en France et 12 000 entreprises partenaires aussi qui nous accompagnent donc au quotidien. On est installé donc sur le campus Région du Numérique depuis 2022. Voilà, on va faire notre 4e rentrée en septembre. Voilà, on va être donc spécialisé essentiellement sur de la formation longue. Alors la formation longue que vous voyez ici à l'écran, notamment notre particularité, c'est qu'on était présent essentiellement sur du bac+5 initialement, sur ce volet donc de manager des risques QSE, donc qualité, sécurité et environnement. Notamment puisqu'il y a 10 ou 15 ans, il y avait des vrais besoins pour les industries, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, d'évoluer sur ces compétences-là, mais plutôt sur des postures de futurs cadres et sur effectivement déjà des étudiants qui avaient un certain bagage peut-être technique ou managérial avant et qui voulaient avoir cette double compétence. Néanmoins, la particularité qu'on voit aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a mis en place aussi ce bachelor, donc ce bac+3, donc responsable QSE, c'est que les nouvelles générations, je reprends un petit peu ce qui avait été dit avant par ma collègue de l'APEC, mais les nouvelles générations ont vraiment un essor pour la transition énergétique et écologique. On voit maintenant des étudiants qui arrivent très jeunes dans nos établissements parce qu'ils sont vraiment baignés par ça. Ça fait partie de leur quotidien, ça fait partie en fait aussi des actualités médiatiques. Ils sont vraiment très sensibles en tout cas à cette démarche-là. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui veut dire qu'en tout cas on a déjà des étudiants qui arrivent en ayant effectivement conscience de l'enjeu et de médiatique et de l'enjeu de notre monde aujourd'hui. Donc à nous, nous formateurs, de les accompagner donc dans nos formations, que ce soit sur du bac+3 et du bac+5. Et comme je reprends un petit peu aussi ce qui était dit avant, c'est que voilà, nos étudiants aujourd'hui sont répartis dans plusieurs secteurs d'activité et essentiellement sur de l'alternance. En tout cas, sur Lyon, nos étudiants sont 100% en alternance. Donc ça, c'est aussi un volet important. Il faut professionnaliser nos étudiants. Il faut les mettre en alternance dans nos entreprises partenaires. Et les quelques chiffres que vous voyez là, notamment, on voit bien qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on a près de 50% de nos étudiants qui sont dans l'industrie. Donc très clairement, ce que disaient mes collègues de l'APEC, OPCE2I, on est dans un bassin industriel, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes. On a des vrais besoins des entreprises sur ce volet-là, notamment le volet industriel, mais également sur l'agroalimentaire, santé sociale, logistique et tout autre domaine. Donc on a vraiment une répartition des étudiants dans ces domaines-là. Donc on voit bien que la transition écologique, elle touche tous les domaines. D'accord, elle va toucher tous les domaines, essentiellement sur l'industrie, mais pas que. C'est pourquoi il faut quand même des étudiants qui soient répartis sur l'ensemble de ces filières-là. Si on avance un petit peu plus loin dans les slides, je voulais faire un point notamment sur les compétences vraiment clés qui on a besoin maintenant pour nos étudiants, à savoir que on forme nos étudiants à des métiers qui soient techniques, mais pas que. Il faut également qu'ils aient des compétences transverses, donc des métiers techniques. Si je reprends des éléments qui ont été traités avant, il faut qu'il y ait des étudiants qui soient en mesure de pouvoir traiter la gestion de l'eau dans les entreprises, qui soient en mesure de traiter les normes environnementales comme par exemple la 14001, qui sont en mesure de traiter des normes comme la RSE en ce moment. Et on parlait également de décarbonation. Il faut qu'il y ait des étudiants qui techniquement puissent savoir faire aussi des bilans carbone, parce qu'avant de parler de décarbonation, il faut d'abord faire un bilan carbone, c'est quand même la première étape. Donc on essaie d'accompagner techniquement nos étudiants pour qu'ils arrivent dans les entreprises en ayant un vrai bagage construit pour cette expérience métier qu'on attend aussi d'eux. Voilà, on voit quand on échange avec les entreprises ou avec les tuteurs de nos étudiants, certains qui étaient dans le domaine de QSE depuis 10 ou 15 ans nous disent effectivement le bilan carbone, c'est des éléments qu'on ne maîtrisait pas, nous, il y a 10 ou 15 ans, qu'on n'apprenait pas dans nos cursus et maintenant sont indispensables et nos entreprises n'ont pas forcément les ressources en interne. Donc, il faut qu'on forme nos nouvelles générations, en tout cas, à s'efforcer à travailler sur ces thématiques-là. Alors, si on revient juste un petit peu sur la diapositive avant, merci Farida. Du coup, on parlait aussi de compétences métiers, mais de compétences transverses, tout simplement, puisque quand on parle de transition, on parle aussi de gestion de projet. Il faut que nos étudiants ils soient en mesure de gérer des projets et accompagner l'entreprise au changement, faire preuve d'agilité. Donc vraiment, quand on parlait tout à l'heure de moutons à 5 pattes, réellement c'est ça, c'est une vraie complexité de former des étudiants qui techniquement seront solides et également qui auront des ressources transverses pour accompagner
accompagner voilà, des entreprises sur des postures en tout cas managériales. Donc, on essaie d'avoir des programmes de formation qui soient adaptés, qui soient hybrides, c'est-à-dire qu'on va faire de la formation concrète, des cas pratiques, des études de cas, on va faire des immersions en entreprise et notamment le biais de l'alternance sert clairement à ça pour avoir des étudiants qui, à l'issue de nos diplômes, soient formés, soient aptes à occuper un poste très rapidement. Si on parle un petit peu de chiffres, on a un taux d'insertion qui est de 94% sur nos 2 dernières années de nos étudiants dans les 6 mois, c'est-à-dire qu'il y a un vrai besoin pour les entreprises. Voilà, on a plus de demandes d'entreprises qui recherchent effectivement des alternants et qui nous font des propositions de CDD, de CDI pour nos diplômés. Il y a énormément d'entreprises et aujourd'hui, encore peu d'étudiants qui soient formés. Mais bon, en tout cas, sachez que voilà, ils sont pris en charge de façon rigoureuse dans nos écoles. Et je vais terminer rapidement aussi, on parlait de métiers tout à l'heure. Concrètement, nos étudiants, quels métiers vont être destinés aussi derrière? Bon, il y a des métiers qu'on connaît déjà tous, qui est effectivement responsabilité RSE notamment. Voilà, c'est des métiers auxquels nous aussi on peut prétendre, puisqu'on peut maintenant dissocier le QSE de la RSE. C'est vrai, mais on doit avoir aussi des étudiants qui doivent être capables d'intervenir sur de la transition écologique, sur du normatif, sur de la 14001, sur de la RSE. Voilà, c'est quand même une méthodologie assez complexe à mettre en œuvre et il faut qu'il y ait des compétences qui soient robustes. On peut aussi avoir des exemples de métiers comme responsable Green IT. Alors, ça va plutôt se dire comment des étudiants qui viennent de la QSE peuvent aussi gérer des systèmes d'information qui soient responsables. Donc là, on est vraiment comment allier la transition énergétique et la transition numérique. C'est vraiment faire le parallèle entre les deux. C'est des nouveaux métiers émergents et il faut avoir des étudiants qui soient équipés pour ça. On parle aussi forcément de sécurité dans les installations. Voilà, on parlait de faire des énergies décarbonées. Donc, on va avoir de plus en plus de nouvelles installations en France et de filières industrielles comme du nucléaire, du photovoltaïque, de l'éolien, etc., qui soient robustes. Il faut avoir des professionnels qui puissent aussi accompagner les nouveaux métiers qui vont émerger, que ce soit en termes de sûreté, de sécurité de site. Voilà, donc en tout cas, nous, à l'IUQT, le constat est que, en tout cas, on veut rassurer les entreprises en disant il y a des étudiants qui sont très sensibles à cette démarche-là, vraiment. Et en tout cas, on s'efforce quotidiennement de proposer des programmes de formation qui soient aussi en lien avec vous, en lien avec les entreprises, avec les besoins des entreprises, pour que, effectivement, une fois nos étudiants diplômés puissent arriver sur le monde du travail et puissent s'intégrer, en tout cas, le plus facilement possible et amener les compétences qui sont pour l'instant manquantes dans nos organisations. Voilà, je propose de ne pas prendre plus de temps pour pas. Voilà, s'il y a des questions, laisser du temps en question derrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation qui illustre bien effectivement comment les formations s'adaptent par rapport aux transitions. Je ne sais pas si vous voulez. Solène a répondu pour partie à la question des métiers verts. Géraldine, Lionel, peut-être que vous pouviez compléter. Vous vouliez ou pouvez, enfin, comme vous voulez. Peu importe. Sur les métiers verts, sur le détail, c'est ça? Oui, enfin, des exemples autres que ce que Oui. Solène a donné. Oui, j'en ai mis dans le chat, j'en ai rajouté D'accord. qui sont ouais, merci, qui sont entre autres en lien quand même avec aussi bien l'intervention de Lionel que de Solène, bref, ou que Valérie. On voit bien qu'en fait aujourd'hui il y a aussi beaucoup de métiers qui ne sont pas encore connus et qui évoluent. On en parle là pour les métiers verts, mais on pourrait aussi faire le parallèle, et pardon, je reviens dessus, mais sur l'IA. Il y a aussi beaucoup de nouveaux métiers qui interviennent sur les développeurs de prompts, par exemple, qui sont des nouveaux métiers qui nécessitent une formation, de la compétence, une projection des métiers de demain. Et vraiment, à horizon 2030, et c'est que dans 5 ans, on en a fait une exposition, et c'est vrai que Farida m'avait demandé de prendre un tout petit peu de temps pour en parler, mais on a essayé de projeter, alors non pas le marché de l'emploi, mais plutôt le futur du travail à horizon 2030, donc à horizon 5 ans. Et on observe bien que compte tenu de toutes les ressources qu'on peut avoir aujourd'hui à notre disposition pour lire, projeter ce qui pourrait se passer, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'est pas capable de maîtriser. On peut les projeter, on peut les imaginer, et on parle
par exemple de travail hybride aujourd'hui, mais le travail hybride de demain pourrait être poussé encore plus loin. Et je reviens sur mon raisonnement RH. Je vais essayer de vous projeter dans une des salles immersives de 2030 très rapidement, hein, je ne vous prends pas trop de temps. On a entre autres une salle immersive qui projette un collaborateur qui lui travaille à l'étranger, jusque-là rien de nouveau, mais ce collaborateur qui travaille à l'étranger en fait part du principe que son travail pour lequel il a une rémunération n'est pas celui qui lui fait le plus de sens dans sa vie, mais ça va être un projet plutôt personnel, non rémunérateur. Et très souvent, la remarque qu'on a eue en présentant cette salle immersive, c'était de se dire, ben, en fait, pourquoi on devrait accepter les envies, et donc j'en reviens à mon besoin individuel du collaborateur de tout à l'heure dans une politique RH collective, pourquoi je devrais résoudre et valoriser une demande individuelle, surtout qu'a priori son sens au travail n'est pas le même. Et bien justement, nous, ce qu'on répond, c'est que ce sera justement un collaborateur qui sera encore plus fidélisé parce que justement, il ne sera pas dans une demande toujours plus auprès de son employeur. C'est-à-dire que il part du principe que la mission pour laquelle il touche un salaire aujourd'hui lui suffit, lui convient et il la remplira, puisque dans tous les cas, il en a besoin pour s'épanouir à titre personnel. Donc en fait, ce sera un collaborateur qui sera extrêmement fidèle à l'entreprise, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et qui ne partira pas de l'entreprise. Ça fait partie d'une des salles et je projette sur des métiers, mais c'est aussi bien des métiers, mais aussi des valeurs RH et des politiques RH qu'on pourrait mettre en place et sur lesquelles il faut réfléchir, et tout est intimement lié pour demain. Merci. Donc notre webinaire touche à sa fin. Je voulais juste vous mentionner une étude. L'agence est partenaire d'un projet européen qui s'appelle Recentre, qui vous donne la possibilité de vous exprimer sur les besoins d'accompagnement qui seraient nouveaux par rapport à ces transitions. Donc n'hésitez pas à y répondre. On organisera aussi un certain nombre d'ateliers en co-développement sur tous les territoires. Et puis notre prochain webinaire sera sur pareil, compétences et métiers de demain, sur un focus intelligence artificielle. Voilà, il me reste à vous remercier pour vos interventions et puis à vous souhaiter un bon appétit. À bientôt. Merci, à beaucoup. bientôt. Très bon. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.